Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ordre exécutif autorisant l'armée à recourir à la force nucléaire dissuasive, monsieur. Avez-vous perdu l'esprit? C'est hors de question, pas de guerre. Nous sommes déjà en guerre, monsieur. Il faut les niquer, monsieur. Il faut les niquer maintenant. Il faut employer la force contre eux, les annihiler, les tuer, les tuer, les tuer. La ferme! La ferme! La ferme! Né en 1937 à New York, Jack Nicholson est le fils d'une danseuse de music hall et d'un père inconnu. À l'âge de 40 ans, il apprend par un journaliste de Time Magazine que ses prétendus parents sont en réalité ses grands-parents et que sa prétendue sœur est en réalité sa mère. En 1955, Jack Nicholson quitte le New Jersey pour devenir coursier au studio d'animation de la MGM à Hollywood. Souhaitant devenir acteur, il est recruté par le réalisateur Roger Corman pour participer au long métrage The Cry Baby Killer en 58. Le comédien enchaîne les séries B à faible budget. En 1969, il remplace l'acteur Rip Torn dans Easy Rider de Dennis Hopper. Son interprétation totalement débridée du rôle d'un avocat à la dérive lui vaut sa première nomination aux Oscars. Tout au long de la décennie 70, Jack Nicholson s'imposera comme l'un des acteurs phares du nouvel Hollywood. Il remporte le prix d'interprétation au Festival de Cannes pour La Dernière Corvée en 74, le Golden Globe du meilleur acteur dramatique pour Chinatown l'année suivante, et l'Oscar du meilleur acteur pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Nicholson alterne une composition basée sur le sous-jeu, entrecoupée de moments de brusques explosions. Son goût pour le cabotinage transparaît dans Shining, Les sorcières d'Eastwick, ou encore Pour le pire et pour le meilleur. Un cinéaste saura plus que tout exploiter les qualités burlesques de l'acteur pour nourrir son univers. Tim Burton. Je vous propose de partir avec moi à la rencontre de l'acteur exubérant à travers deux films, Batman et Mars Attack. Deux films pour comprendre la théâtralité du comédien. Générique. À la fin des années 80, Jack Nicholson est l'un des acteurs les plus reconnus d'Hollywood. Tout au long de la décennie, il se voit nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour L'honneur des Prizzi et Ironweed, La force du destin, à celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Reds. Il remporte la statuette pour son interprétation d'un astronaute retraité dans Tendre Passion. En 1989, le réalisateur Tim Burton rend visite à Jack Nicholson dans sa maison d'Aspen dans l'état du Colorado. Pour parvenir à le convaincre d'interpréter le rôle du Joker dans Batman, le cinéaste accepte de monter à cheval avec lui. À la suite de cet échange, au cours d'une séance d'équitation, Nicholson s'engage dans le projet. La présence de l'acteur oscarisé reflète le sérieux de l'approche adoptée par Tim Burton. Elle possède aussi un important coût. Nicholson touche un salaire de 6 millions de dollars et obtient un pourcentage sur les bénéfices du film au box-office. Quant à Tim Burton, il tourne son premier blockbuster à gros budget. Suite aux succès commerciaux de ses deux précédents longs métrages, Pee-wee's Big Adventure et Beetlejuice, Warner Bros s'adresse à lui pour adapter le récit du justicier masqué. Au départ, il n'était pas le premier cinéaste sollicité. Ivan Reitman et Joe Dante furent pressentis. S'inspirant en partie des comics de Frank Miller, Tim Burton propose une vision plus sombre de l'univers créé par Bob Kane. Le réalisateur apprécie la double personnalité de Batman. C'est un personnage auquel je peux m'identifier car j'ai tout comme lui deux facettes, un côté clair et un côté obscur, et je suis incapable de résoudre ce conflit. C'est un sentiment d'ailleurs fort répandu. Film d'auteur produit comme une superproduction hollywoodienne, Batman rapporte plus de 500 millions de dollars de recettes à travers le monde et devient le plus gros succès de l'année 1989. Avec Batman, le réalisateur Tim Burton s'adonne à l'un de ses thèmes de prédilection. La mise en scène de personnages en marge de la société est considérée comme des parias. Batman et le Joker représentent deux faces d'une même personnalité. L'un correspond au négatif de l'autre. J'adore l'idée du mec qui se transforme en clown et qui devient barjot. Batman, en fait, c'est l'histoire d'un duel entre deux fous, deux hommes défigurés.
Si Batman vit reclus dans son manoir et n'agit que la nuit à l'abri des regards, le Joker s'exhibe publiquement à la télévision et dans la rue. L'un introverti se dissimule, l'autre extraverti ressent le perpétuel besoin de se montrer. Tous deux possèdent néanmoins une double personnalité. Batman se distingue de Bruce Wayne et le Joker de Jack Napier. L'un ne peut exister sans l'autre. Si Napier n'avait pas tué les parents de Bruce, Batman ne serait jamais né. De même, si Napier n'était pas tombé dans une cuve d'acide, alors le Joker ne sèmerait pas le chaos à l'intérieur de Gotham. Ainsi, l'ordre affronte le désordre dans une lutte fratricide entre deux ennemis complémentaires. Le Joker ne peut vivre sans Batman et réciproquement. La créature affronte son créateur. Face à la caméra, le Joker défie le justicier masqué. Tu vois, j'ai enlevé mon masque. Voyons si tu peux enlever le tien. Au commencement, Jack Napier apparaît sous les traits d'un gangster de film noir. Regardant l'intervention du procureur Harvey Dent à la télévision, le protagoniste conserve un visage sérieux et une tenue relativement sobre. Auprès de sa maîtresse, il affirme que son patron ignore tout de l'infidélité de sa compagne. S'admirant avec un sérieux redoutable face au miroir, il cherche à faire bonne impression. Napier ne plaisante pas, il ne possède rien d'un clown. Rencontrant le policier Eckhart dans une ruelle, il maintient un regard fixe, son chapeau vissé sur la tête. Portant un imperméable noir, Jack Napier rappelle le personnage du détective Jack Gittes dans Chinatown de Roman Polanski, un vrai personnage de film noir. Lorsque Eckhart le menace de son arme, il garde son calme et affiche son ambition de monter dans la hiérarchie mafieuse. Lisant le rapport au sujet de Jack Napier, Bruce constate l'intelligence du gangster. Le dossier indique que Napier est très intelligent et émotionnellement instable. Il possède des aptitudes pour la science, la chimie et l'art. Son patron, Grissom, ne manque pas de lui faire remarquer « Jack, tu gamberges bien, toi, c'est la bonne méthode, et même, ce sera toi qui mènera cette opération personnellement. » D'ailleurs, Napier se doute que son patron connaît l'infidélité de sa compagne et demande à ce que l'on confie la mission de cambrioler l'usine de produits chimiques Axis Chemicals à quelqu'un d'autre. Missionné tout de même par son supérieur, Napier rencontre pour la première fois Batman et souligne son joli costume. Défiguré par son adversaire, il tombe dans la cuve d'acide. Dès lors, Jack Napier disparaît au profit du Joker. Subissant une opération chirurgicale dans un sous-sol morbide et peu éclairé, il demande à se contempler à nouveau dans le miroir. Simplement, le sérieux du début laisse place à un rire exagéré inarrêtable. Amateur de films de monstres produits par le studio Universal dans les années 30, Tim Burton met en scène un docteur Frankenstein admirant avec effroi sa créature. Le rire marque la première caractéristique du Joker avant même que nous ne découvrons son visage. Face à son employeur, il adopte d'abord dans la pénombre le comportement du gangster froid Napier, avant de laisser présenter en pleine lumière le sourire figé, le visage maquillé et les cheveux teints en vert de l'exubérant Joker. Jack est mort, mon ami. Tu peux m'appeler Joker. Et comme tu vois, je suis un homme complet. Napier meurt définitivement dans le noir, tandis que Joker s'adonne au crime comme à un jeu distrayant. La mort elle-même devient la source du rire. Joker assassine Grissom comme un clown effectuant un numéro devant un public invisible. Le protagoniste illustre la démarche du cinéaste de relativiser la vision sombre et inquiétante portée sur la mort. Dans Les Noces funèbres, il n'hésite pas à présenter un monde de l'au-delà plus coloré que celui de l'ici-bas. Dans Batman, le Joker sort un pistolet d'une taille disproportionnée de son pantalon. L'arme de mort provoque en soi le rire. Assis derrière le bureau de son ex-patron, il cherche à provoquer la peur dans Gotham par le rire. Face à ses nouveaux associés figés dans une posture neutre, Joker affiche un sourire permanent. Le nouveau patron en violet prend l'art du crime pour une grande cérémonie humoristique. La vie m'a toujours souri. Le protagoniste cultive un goût immodéré pour se moquer du jeu de rôle. Serrant la main de son associé, il se fait passer pour un parfait diplomate avant de le carboniser. Ah, cet Antoine, il fume dès qu'on l'asticote. T'es cinglé. On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir.
En digne successeur de Grissom, il s'amuse à parodier l'attitude de son ex-patron. N'oublie pas, toi, tu es mon super bras droit. Oui, patron. Jack Nicholson tourne en dérision l'interprétation de son partenaire de jeu Jack Palance. Au cours d'un monologue lunaire avec Crottelly, il ne manque pas de lui témoigner, craquage cervical en prime, sa satisfaction. T'es vraiment une belle pourriture, Crottelly. T'es mort et c'est chouette. T'es mort et c'est chouette. C'est vrai, t'es mort et c'est chouette. Joker détourne la figure du vendeur prêt à tout pour diffuser ses produits. Vous envoyez tout! Nous avons trouvé de nouveaux débouchés! Apparaissant à la télévision, il se moque de la fonction du publicitaire. Je ne sais pas. Oh, il n'a pas l'air heureux. Il n'utilise que la marque X. Mais avec la marque Joker, il retrouve le sourire. Encore et encore. Attentif aux manœuvres de séduction de Bruce envers Vicky, il reproduit à l'identique son comportement. Sympa ton petit nid. Et si spacieux. Joker se moque de l'attitude séductrice et s'en donne à cœur joie. Lorsque sa maîtresse l'aperçoit, elle s'évanouit. Quel charmeur! Verre de martini à la main, voici donc le nouveau tombeur de ces dames. Admirant la photo de Vicky, il se comporte en amoureux transi et effectue son travail d'art plastique. Fille, quelle classe! Sainte Vierge Macumba, une superbe panthère comme cette mignonne. Alors ça vous gonfle un moteur fatigué. Accompagné de Vicky à l'église, il entend bien célébrer son mariage. Chérie, le curé n'attend pas. Il faut être à l'heure à l'église. Joker entame une danse de mariée avec la demoiselle sur de la musique classique. Problème, le témoin du mariage ne semble pas particulièrement apprécier la démarche. Batman regarde l'émoi sentimental disproportionné de l'époux enflammé. La psychologie du Joker relève de celle d'un petit garçon ressentant le besoin d'être au centre de l'attention. Il apparaît pour la première fois en public sous les traits d'un clown, adepte des expressions poétiques. Coucou Vincenzo, c'est Tonton Bingo. Il faut passer à la caisse. La plume est plus forte que l'épée. Le monde est une scène de théâtre dont il est le principal tragédien. Jaloux envers la popularité de Batman, il s'amuse avec ses ballons. Lorsque le justicier masqué arrive avec sa panoplie, le courant ne passe pas. Où il trouve ces fantastiques jouets. Depuis son hélicoptère, Joker nargue Batman. Sur son char, il en profite pour se moquer de son camarade de récréation. Où est Batman? Il est à la maison! Il lave ses collants! Au micro, il se fait passer pour le Père Noël et parade tel un Robin des Bois généreux avec l'argent à donner au peuple. Attention tout de même à ne pas s'attaquer à ses ballons. Il m'a volé mes ballons! Pourquoi est-ce que personne ne m'a dit qu'il avait un de ces trucs? Bob, flingue. En petit garçon frustré, il déverse sa peine en tuant l'un de ses hommes. Face à Batman, il tente le tout pour le tout, sur un malentendu. Tu frapperais pas un type avec des lunettes quand même, hein? Derrière l'attitude enfantine se cache un personnage se prenant pour un artiste. Se démaquillant dans la glace, il dit à sa maîtresse masquée qu'il va faire de l'art. Au musée Guggenheim, il dédicace les toiles des autres, se moque de la posture d'une statue et refuse que l'un de ses employés ne détruise une peinture sur la mort. Joker admire les clichés pris par Vicky sur les cadavres. Les crânes, les corps, vous leur donnez un tel brillant, je ne sais pas si c'est de l'art, mais j'adore. Il se revendique artiste du crime. Je fais de l'art jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez. Je suis le premier artiste assassin au monde en parfait état de marche.
Avant de tirer sur Bruce Wayne, il se montre poète. J'aimerais savoir, mon ami. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Quoi? Je demande toujours ça à mes proies. J'adore le son de cette phrase. Joker associe la poésie et l'art à la mort. Il défigure sa compagne Alicia car il souhaite créer une œuvre d'art vivante. Petit garçon frustré, ressentant le besoin d'être au centre de l'attention, Joker se prend pour un artiste du crime, s'amusant de l'idée même de la mort. Possédant un regard acéré sur la société, il adopte l'attitude d'un tragédien, se moquant de la figure du patron, du vendeur, du publicitaire, du séducteur, de l'homme marié. Tim Burton narre le parcours d'un gangster sérieux et professionnel, se métamorphosant après un drame en clown nihiliste et sans morale. Jusque dans l'au-delà, il continue de rire via ses jouets. En 1996, Jack Nicholson collabore une seconde fois avec le réalisateur sur le tournage de Mars Attack. Depuis le succès retentissant de Batman, le comédien a réalisé son premier long métrage, The Two Jacks, en 1990, était nommé au Golden Globe du meilleur acteur dramatique pour Hoffa et à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Des Hommes d'honneur. Quant à Tim Burton, il approfondit son univers avec Édouard aux mains d'argent et Batman le défi. Frustré par le flop commercial de son dernier film Ed Wood, le réalisateur se laisse envahir par un sentiment anarchiste. Durant l'été 1994, le scénariste Jonathan Games acquiert un jeu de cartes dans une boutique de souvenirs. Séduit par l'univers de Mars Attack, Tim Burton lui demande de rédiger un script autour des Martiens. J'ai tout de suite accroché à la thématique. Il ne faut jamais se fier aux apparences. J'éprouvais des sentiments très étranges à l'égard de l'Amérique et du monde en général à cette époque de ma vie. J'avais l'impression que tout se détraquait. Je me sentais donc porté vers un certain anarchisme, et j'ai retrouvé cette impulsion dans le scénario et dans les Martiens. Sorti le 13 décembre 1996 aux États-Unis, Mars Attack souffre du succès au box-office d'Independence Day. Avec Mars Attack, Tim Burton s'inspire des films de science-fiction kitsch hollywoodiens des années 50 comme Target Earth, mais aussi des films catastrophes produits par Irving Allen dans les années 70. Nous pouvons citer L'aventure du Poséidon, La Tour Infernale ou encore Tremblement de terre. Pensé comme une farce, Mars Attack recourt à des effets spéciaux volontairement désuets. En suivant le quotidien bouleversé d'une conductrice de bus, d'un chanteur populaire ou encore de présentateurs télévisés, le réalisateur égratigne la société américaine dans son ensemble. Hommes politiques, journalistes, scientifiques, militaires se voient ridiculisés et caricaturés. Un casting de stars compose l'équipe. Pierce Brosnan, Danny DeVito, Michael J. Fox, Tom Jones ou encore Glenn Close. Jack Nicholson incarne un double rôle aux antipodes l'un de l'autre. Une scène réunit les deux facettes du comédien. D'un côté, le promoteur immobilier de Las Vegas, Heartland, au téléphone. De l'autre, le président des États-Unis, James Dale, parlant au cours d'une allocution télévisée. Le personnage de l'entrepreneur véreux évolue constamment avec sa paire de lunettes et son chapeau. Le sourire aux lèvres, il se laisse aller à une gestuelle exubérante. Ce protagoniste se grime à l'instar du Joker. Habillé en tenue de luxe, le promoteur immobilier représente la caricature de l'homme riche, dépensant sans compter son argent. Dans un casino de Las Vegas, il passe son temps à boire un verre et gesticule dans tous les sens avec une dimension burlesque. Face à sa petite amie, il déclare « Je ne suis pas un escroc, je suis plein d'ambition, il y a une grande différence ». Les fantaisies d'Heartland permettent à Jack Nicholson de laisser libre cours à son imagination. S'arrêtant avec sa limousine auprès d'un boxeur s'entraînant à la course, il tente de le convaincre de se battre contre un homme qui lui doit de l'argent. Hart se montre prêt à donner au boxeur une somme de $2000. Il agit en mafieux sans morale, pensant pouvoir acheter n'importe qui. Dans son logement avec piscine, il parle de limousine en étant ivre. Il affirme que les Martiens pourront bénéficier de son nouvel hôtel. Tout s'achète et tout se vend. Il ne compte laisser échapper aucune opportunité. Paradant avec une perruque sur la tête pour vendre son projet aux investisseurs étrangers, Hart mime le comportement d'un joueur de casino avec un surjeu invraisemblable. Jack Nicholson inscrit son interprétation dans la continuité de celle du Joker lui-même, escroc jouant avec son apparence. L'acteur compose aussi le personnage du président des États-Unis, James Dale. Au départ, le rôle devait être confié à Warren Beatty. Le président Dale s'inscrit à rebours de celui du personnage d'Heartland.
Habillé en costard-cravate, il conserve un sérieux à toute épreuve. L'une de ses caractéristiques consiste à écouter les membres de son cabinet avant de prendre ses décisions. Lunettes sur le nez, il observe les clichés sur les soucoupes volantes et demande des informations à son équipe. Au sein de son entourage, nous retrouvons un militaire prêt à tout pour déclencher sa guerre face à un scientifique enthousiaste à l'idée de rencontrer les Martiens. Au milieu, le président apparaît comme une figure pacifique prête au dialogue. Il demande qu'on lui rédige un discours à destination du peuple américain. Dell reprend les codes présidentiels. Assis devant sa cheminée, le chef d'État lit soigneusement son prompteur. Il ne peut se laisser aller à un imprévu. À l'inverse d'Art, Dell évolue dans un environnement sous contrôle. Écoutant l'interview d'un scientifique à la télévision, il mange sur son plateau en compagnie de sa femme. Une image non sans rappeler celle du président Ronald Reagan avec sa femme Nancy. James Dell parle en conférence de presse et ne réagit pas aux questions farfelues des journalistes. À mesure que la situation évolue en raison des actions des Martiens, la mise en scène de Tim Burton s'attarde davantage sur ses réactions faciales. Devant son écran, il éprouve de la curiosité pour les propos d'une journaliste décrivant l'arrivée des extraterrestres sur Terre. Dès lors, l'interprétation de Jack Nicholson repose davantage sur ses réactions physiques que sur ses paroles. Lorsque les envahisseurs dégainent leurs armes et désintègrent une partie de la population, le président peine à tenir sur ses jambes et à se remettre du choc. Appelant à la paix entre les peuples, Dell se heurte à une fin de non-recevoir. Écoutant dans son bureau un de ses secrétaires lui annoncer que les Martiens présentent leurs excuses et souhaitent parler devant le Congrès, le président retire ses lunettes et savoure ce qu'il pense être une victoire. Toutefois, il peine à nouveau à tenir sur ses jambes lorsque ses hôtes déciment les politiciens américains. Dans la salle de commandement militaire, le militaire Decker ne cache pas sa joie d'engager la dissuasion nucléaire. Le président des États-Unis explose de colère. Il passe de l'écoute initiale à l'émotion disproportionnée. Tim Burton et Jack Nicholson s'évertuent à déconstruire l'image et les codes du président. Pris en otage par un martien déguisé en femme, il est sauvé par l'un de ses gardes du corps. Pourtant, nous constatons un président habillé en pyjama et recouvert de sang vert. Pas tout à fait l'apparence officielle. Lorsque sa femme reçoit un lustre sur la tête, il ne se remet décidément pas du choc. S'entretenant avec le président français, il comprend paniqué qu'il n'y a déjà plus personne à l'autre bout du fil. Endormi sur sa table, le président apparaît incapable d'affirmer sa puissance. Dans un dernier baroud d'honneur, il signe l'envoi d'un missile nucléaire impressionnant. Toutefois, celui-ci se transforme en ballon à destination des Martiens ayant le sens de l'humour. Ainsi, la puissance américaine se révèle profondément illusoire face à l'armada technologique des petits hommes verts. Que reste-t-il à Dell pour se sauver? Son art de la rhétorique politicienne. Face aux Martiens, il se livre un discours endiablé, digne d'une campagne présidentielle pour convaincre les électeurs. Dell pense s'en sortir par son art de la persuasion et son appel à la paix. L'émotion prime. Le Martien s'émeut. Quelle fougue, quelle sincérité, quelle émotion, quel talent d'acteur. Pourtant, la poignée de main se transforme en arme de mort. Le président n'a manifestement pas convaincu les nouveaux électeurs. Ainsi, le président Dell adopte d'abord une posture sérieuse digne de sa fonction, avant de laisser surgir une dimension burlesque bien malgré lui. Jack Nicholson se livre à un numéro entremêlant le surjeu du promoteur Heartland au sous-jeu du président Dell. Tout se passe comme si le président des États-Unis se laissait progressivement contaminer par les excès de l'investisseur. Dell devient de moins en moins crédible à mesure que l'intrigue évolue et au final devient un prolongement de l'entrepreneur véreux. Au sein de l'univers de Tim Burton, les personnages incarnés par Jack Nicholson possèdent plusieurs points communs. Tous se dissimulent derrière des masques. Le Joker se maquille et se teint les cheveux en vert. Le promoteur immobilier Heartland porte une perruque, des lunettes et un chapeau. Quant au président des États-Unis, il se réfugie derrière l'attitude sérieuse digne de sa fonction et son costard-cravate. Le masque tente de camoufler l'escroc. Heartland demande à un boxeur de menacer l'intégrité physique d'un homme lui devant de l'argent. Le président Dell se livre à un numéro de sophiste pour convaincre les Martiens de se rallier à sa cause comme s'il s'agissait de ses électeurs. Jack Nicholson devient aux yeux du cinéaste un instrument au service d'une critique des codes de la société américaine. Le Joker se moque de l'attitude des publicitaires, des vendeurs, du mariage, de son ex-patron. Il illustre sous forme burlesque une société dans laquelle le goût du divertissement et de la consommation règne en maître.
Heartland caricature l'image du promoteur immobilier tout-puissant, agissant en coulisses comme un mafieux. Le président d'elle se réfugie derrière l'image officielle pour dissimuler son impuissance à lutter contre les Martiens. L'acteur s'associe à la satire sociale. Un autre point relie Batman à Mars Attack, la volonté de rire de la mort. Le Joker s'amuse du corps carbonisé de son ex-partenaire et fait croire à Vicky que l'heure a sonné. Les Martiens aspirent un missile nucléaire qui leur est destiné comme de l'hélium. Le Joker, comme les Martiens, partagent un même goût pour l'humour noir. Cette distance et relativisation de la mort n'est pas sans rappeler les danses macabres du Moyen-Âge. En jouant avec la mort, les personnages l'apprivoisent pour mieux s'y préparer. Au lieu de la craindre, ils choisissent d'en rire. Elle n'est pas un sujet d'angoisse car elle entraîne la décomposition d'un être se recomposant dans un grand tout que nous ne quittons pas totalement. À l'image de la pensée stoïcienne de Sénèque, il faut se faire à l'idée que nous ne sommes que de passage et vivre avec elle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.